C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. C'est l'évolution ici, de manière à avoir un échappement suffisamment important pour que quand on l'utilise comme sous-jacent du pôle, eh bien on obtienne une valeur des actions qui ne soit pas diminuée dans cette approche optionnelle. Donc ce qu'il faut garder, il faut avoir à l'esprit, c'est que comme vous avez V chapeau qui est égal à NS plus NW. DF, la diapo 6. Celle que je viens de vous montrer. Si vous avez une expression optionnelle pour NW, vous avez immédiatement l'expression optionnelle de NS. NS, c'est V chapeau, moins DF, moins petit n sur grand N plus petit n fois le pôle. Donc ce qu'il faut, c'est que vous ayez un prix d'exercice, un prix de vente des NW suffisamment important pour que quand il vous permette de calculer V chapeau, vous retrouvez par l'approche optionnelle un NS qui est égal à 112. C'est relativement simple à faire quand on a des modèles comme ici, on met de la chose, ça va très vite. Vous êtes obligé de prendre en compte plus de paramètres, des modèles plus compliqués, la boucle prend plus de temps. Et là, ça peut se faire avec Excel. Donc, ici, si je veux faire la main, vous voyez que si j'étais à 10 euros, donc il y en a 250, ça fait 2500 euros. Donc ça veut dire que ma valeur d'affirme va passer de 100 000 à 102 500. Et si je mets 102 500 dans l'approche optionnelle de la valeur de NS, ça veut dire qu'avec mon modèle, je vais retomber sur un NS après émission de 99 473. C'est-à-dire que ce n'est pas suffisant. J'ai fait baisser la valeur de mes actions. Par contre, si je vais à la hausse, eh bien, j'ai plus de valeur qui augmente, donc NS qui augmente aussi. Et donc, le prix d'exercice, le prix de vente doit être un prix qui permet de garantir aux actionnaires qu'ils ne perdent pas de valeur. Si, évidemment, on est d'accord avec le modèle tombé en œuvre. Hein, pareil. Donc, là, c'est assez facile. Il faut utiliser, par exemple, l'outil valeur cible. Ça suffit largement vu la complexité de la formule. Vous voulez atteindre, alors je ne suis pas mis mon endroit, ici. Vous voulez atteindre 100 000 pour LS, et pour ça, il faut modifier la valeur de V quand vous exécutez ce petit outil de valeur cible que vous connaissez bien par ailleurs. On obtient 12,5. Donc avec les paramètres qu'on a donnés, la durée, la vol de V, le coût d'exercice, on est capable de calculer la valeur de l'option sur les chapeaux et donc d'en déduire la valeur des actions après émission. Et cette valeur des actions après émission est inchangée pour 12,5. Si vous réfléchissez à ce que ça veut dire que l'apport des nouveaux, l'apport de ceux qui ont souscrit à l'émission de bons est suffisant pour compenser la future dilution s'ils exercent. C'est ça qui est derrière. Parce que la perte de valeur pour les actionnaires, c'est s'il y a exercice, on va être dilué. Donc pour ça, il faut que l'émission fasse augmenter suffisamment la valeur de ce qu'on possède déjà. Et donc là, ça veut dire que les chapeaux part à 103. Alors vous mettez n'importe quel modèle derrière, vous faites cette petite moulinette pour obtenir une valeur des actions à changer. Et à ce moment-là, les actionnaires disent OK, on n'est pas pénalisé. Si on y mettait à 13, il serait gagnant en fait.
Simplement, c'est ceux qui vont souscrire les bons. Rationnellement, pour faire le même calcul, ils vont dire non, mais là, on est d'accord. Pour nous, c'est pas équitable. C'est un prix d'équilibre. Donc, vous avez le fichier avec les macros. Vous pourrez refaire le calcul, c'est pas compliqué. J'espère que comme ça vous illustre le fait qu'avec un modèle, alors si on utilise un autre modèle, parce qu'on n'est pas d'accord avec celui-là, mais derrière, il faut convaincre les actionnaires que le prix, d'une façon ou d'une autre, il faut convaincre les actionnaires que le prix auquel ils vont émettre les bons est un prix qui ne les verse pas. Il y a une entreprise qui veut mettre en dessous du prix, donc le prix pour essayer d'attirer les actionnaires, enfin pour essayer d'attirer les acheteurs. Elle sait que ça va être exercé plus tard. Enfin, si elle fait ça. Alors non, l'exercice futur, on n'en a pas. Mais ce que je veux dire, c'est que si on va en dessous de la valeur réelle qu'on a voulu, ça veut dire que si elle exerce dans le futur, elle va perdre de valeur pour les actionnaires. Alors là, si tu commences à être d'accord pour ça, on sort de la finance des marchés parfaits parce que c'est du rationnel. Donc, alors après, on peut avoir des incitations à donner un prix attractif. Ça, on sort de ce qu'on fait en général. Là, on va être une sorte de la négociation entre les fonds dont ils ont besoin, ce qu'ils sont prêts à concéder, c'est comme les droits préférentiels de souscription, c'est comme ce genre de choses, et le conseil que peut apporter la banque d'affaires. Là, on sort complètement d'un cadre dans lequel, là, je fixe des hypothèses, un modèle dans lequel on connaît à peu près les règles du jeu. Même dans ce cadre-là, ça reste un prix de référence. Ça reste toujours un espèce de benchmark de toute façon pour dire, ben voilà, normalement, si vous êtes d'accord avec mon approche, ma modélisation, le prix d'émission est autour de 12,50 €. Après, et on le verra d'ailleurs avec ce que je vous ai distribué là sur l'APSA Random, quand on émet un produit, il y a un aspect un peu marketing. C'est pas aussi simple que juste dire, allez, je vous donne un prix, vous êtes tous capables de le calculer et vous êtes tous d'accord avec moi. Ne serait-ce que parce que tout le monde n'a pas forcément les anticipations, il faut être d'accord avec les paramètres. C'est pas au millième d'euro près. Alors le phénomène de dilution, on le voit ici. C'est s'il y a exercice, vous avez création de nouvelles actions. Et donc les actionnaires ne sont plus uniquement les anciens actionnaires qui détenaient Grand N Actions, mais qu'ils auront en plus des nouveaux actionnaires parce que les détenteurs des bons ont exercé leurs bons et donc ont eu des actions. Donc on appelle ça de la dilution. C'est-à-dire qu'au lieu d'être Grand N Actions pour se partager les droits sur l'action, sur l'entreprise, il y en a Grand N plus N. Donc les droits des anciens sont dilués. Alors ça peut être les mêmes, hein, ça sert quoi? D'autres questions sur cet aspect-là? Sinon je passe au taux remboursable. On va commencer à remettre du directeur. C'est bon pour vous? Non, on fait l'exercice, c'est une modif. Après, si vous modifiez votre paramètre pour faire des calculs, si vous dites finalement, je ne veux pas que le paramètre on a fait l'exercice. À données fixées, le prix d'équilibre, c'est 17. On passe au bon remboursable. Attendez, je vais vous rapprocher. Vous avez activé alors on modèle de calcul. Pour calculer le taux, ah, ça, c'est ici, là. Là, j'appelle la fonction Black-Scholes, que je calcul d'un taux avec la fonction de Black-Scholes qui est implémentée avec Visual Basic.
n'a rien à voir avec ça, c'est implémenté derrière. Quand je vous dis que c'est 4 fonctions, c'est presque 4 fonctions. C'est 2 fonctions, 3 fonctions. Les paramètres D1 et D2 de la formule de Claxon, je les rappelle dans la fonction complète. Donc la vol, elle est là. C'est un des paramètres de ces fonctions visualisation. Vous les laissez, hein, vous pouvez regarder. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que j'impose les paramètres et après je vais tourner un modèle. W, c'est pas ni la valeur ni la valeur de fixe de marché, c'est la valeur à laquelle on pour accepter d'émettre les actionnaires, pour accepter d'émettre les baux par l'Assemblée générale des actionnaires, pour que la valeur de leur titre n'en soit pas positive. Donc c'est vraiment, on va annoncer, si on va jusqu'au bout de la démarche, on va annoncer dans la note d'émission les paramètres finaux, la durée de ça, et on va dire ces bons sont émis au prix unitaire de 12,50 €. Ça va. Après, c'est vous. Après, vous avez le marché les paramètres évoluent, le cours sur place en bouche, c'est comme une option en fait. Sa valeur va bouger. Là, je suis vraiment sur qu'est-ce qui se passe à l'émission. Pas tellement qu'est-ce qui se passe après. Paramètres. C'est bon là-dessus? Alors, si vous voulez faire quelque chose comme BSN pour défendre anti-OPA, je suis sûr que vous allez réfléchir sur les paramètres. Certainement. Ne serait-ce que pour peut-être que ça ne va être pas trop cher au départ. Après, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi parce que si vous mettez une option qui est dès le départ très en dehors, il faut quand même voir que les émissions sont quand même soumises normalement au visa des autorités des marchés financiers. Donc si vous faites des espèces de manipulation là-dedans, il faut justifier quand même les paramètres. Donc si vous justifiez un exercice plus long ou plus bas, il faut expliquer vos anticipations. Justement, est-ce que la législation des tirs pour les fixes européens pourrait passer là, on sort de ça, je ne parle pas d'européen ici. Oui. Dans l'arbre anti-OPA, ce qui compte, c'est le nombre d'actions qu'on peut obtenir en capitalisation. Pas le prix. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez les utiliser, il ne faut pas les mettre à un prix qui fait baisser la valeur de l'action. Vous tirez une double balle dans le pied. Vous rendez là, en plus la valeur des titres sur lesquels supporte l'OPA inférieure. Mais oui, ça peut être le prix d'exercice pour changer le prix sans modifier la valeur des actions. D'accord. Mais je veux dire que c'est à prendre avec précaution. On passe au bon remboursable. On va rajouter du coup. Alors, je rappelle ici le modèle de Merton. Donc le modèle de Merton, je vous l'ai redistribué pour que vous le relisiez, je ne reviens pas dessus. Ceux qui ne l'avaient pas vu avec moi l'année dernière pourront regarder l'énoncé et le corriger. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser. Mais ce qui compte, c'est que dans l'approche de Merton, on a toujours une valeur de la firme
Donc en 0, V0. Donc V0, c'est NS0 plus V0. Donc ça, c'est l'action. Et ça, c'est la dette représentée par un 0. Et donc, le 0 coupon, comment on le voit ici, c'est qu'il est remboursé au prix. Ça, en taux. Donc, on part de 0 et on regarde ce qui se passe à l'échéance. Donc, je vous rappelle que c'est ce qu'on appelle un modèle structurel de défaut à l'échéance. C'est-à-dire qu'on n'envisage pas la défaillance à tout moment. Sur le risque défaut, risque de crédit, c'est yin yang quand on fait le cours. Je précise parce que je crois que c'est le premier modèle que je vous rappelle quand on a fait le cours de risque de crédit, que c'est le premier modèle avec l'approche structurelle du risque de défaut, et que c'est une approche évidemment un peu acoustique, puisque c'est défaut uniquement à l'échéance, avec une approche structurelle, c'est-à-dire que on dit la valeur de la firme, c'est ici deux actifs. Un zéro coupon fictif qui représente l'ensemble des dettes de la firme, et puis ses actions. Donc on regarde ce qui se passe à l'échéance. À l'échéance, on a pour le zéro coupon soit K. K, c'est remboursement total. Et évidemment, ce n'est possible que si la valeur de la firme est supérieure à ce fameux K, sinon il n'y a pas les moyens. Et s'il y a remboursement partiel, eh bien, les actionnaires n'ont rien et les créanciers récupèrent ça. Et ce qui est écrit dans ce tableau, c'est repris dans le produit. Et donc, quand on fait le profil de ce type de produit, eh bien, ce qu'on constate, c'est que si je mets veto, eh bien, vous avez jusqu'à K, vous avez veto, et après K, vous avez K. Ça, c'est pour la valeur de la dette en taux. Donc, ce que je viens de dessiner ici, c'est le profil de cette ligne, et ça se décompose en deux éléments. La vente d'un put, que je mets ici en vert, ça c'est le profil en vert, et un zéro coupon sans risque, c'est le profil en bleu. Donc Merton, dans son analyse du risque de défaut, ici, dit une dette risquée, c'est une dette sans risque à laquelle on enlève un put, qu'on appelle le put de défaut, qui représente le caractère optionnel du défaut à l'échéance. Tout ça, c'est ici. D'accord? Ça, c'est ce que j'explique là très rapidement, c'est ce qui est expliqué aussi ici. Vous reprenez, et de l'autre côté, vous avez l'énoncé, donc qui s'inspire d'un article de Merton de 1974. Donc l'évaluation d'une dette corporate. Et lui s'intéressait à la structure par terme des taux de Donc l'approche de Merton ici est également l'approche que l'on a faite pour les bourses.
C'est-à-dire que le sous-jacent, ce n'est pas l'action, c'est la valeur de la firme. Donc on va utiliser cette approche pour les bons autonomes remboursables. Alors, quand vous regardez cette approche, tout ce qui est ici, c'est identique. Vous voyez ça. C'est la même chose que la diapo 6, tout le début. Donc un bon remboursable, c'est un bon de souscription. Donc vous les mettez, il vient augmenter la valeur de la firme, vous regardez à l'échéance, et vous êtes avec des conditions d'exercice. Si vous exercez, il y a dilution. La différence, elle se fait sur les deux cas. Où le bon est remboursable au prix F s'il n'est pas exercé. Dans un bon ordinaire, vous l'exercez, vous abandonnez. Ici, vous exercez où vous allez être remboursé. Et du coup, si vous êtes remboursé au prix F, ça veut dire que l'entreprise émettrice a contracté une dette risquée. Donc sur cette partie-là, là on va utiliser le modèle de Merton, l'évaluation d'une dette risquée. On sera bien dans le même contexte, c'est-à-dire le sous-jacent, ça sera B. Et puis on va regarder ce que ça donne. Donc là, vous pourrez mettre, du coup, je peux même rajouter ici NW étoile égale V chapeau étoile. Là, on sera plus avec une méthode. Un imprimant comme ça. Ça va, vous comprenez la différence entre les deux? C'est que si vous n'exercez pas, vous récupérez quand même quelque chose avec les bons remboursables. Vous récupérez F. Alors F, c'est assez petit. On le verra avec le cas des APSA. C'est l'exemple concret que je vous ai distribué la fois dernière. Justement, reprend un bon remboursable. Et donc, je voudrais que vous réfléchissiez aux deux derniers transparents, alors je les montre rapidement ici, vous avez sous les yeux, qui sont la possibilité d'exprimer avec l'approche de Merton, et du coup, obtenir cette expression-là que vous obtenez dans la dernière diapo. Donc là, l'objectif, c'est que vous preniez 5 minutes pour y réfléchir et poser des questions avant que je n'explique complètement comment ça se passe. Donc il faut mélanger à la fois du bon ordinaire et du modèle de Merton. Et vous le voyez si vous, comme vous avez tout écrit, vous voyez que le modèle de Merton, il va apparaître ici. Et que cette approche là, c'est plus la partie de gauche est liée au fait que vous avez un bon qui peut être exercé. Donc on retrouve le call pour un bon ordinaire, mais il y a quelques paramètres, en particulier le prix d'exercice qui est différent. C'est normal parce qu'il y a quand même un phénomène supplémentaire, c'est que le bon peut être remboursé s'il n'est pas abandonné, si l'exercice est abandonné. Et la partie de droite, que j'ai surlignée en bleu là, et bien, enfin je vais souligner en bleu, c'est le modèle de Merton. C'est le côté d'être risqué par rapport à la créance F par an. Donc si vous regardez ces éléments-là, vous devriez être capable d'abord, ce qu'il faudrait faire, si je détaille,
faut montrer que, en fait, la condition d'exercice, des chapeaux étoiles supérieurs à N plus grand N plus petit n. C'est ce que vous trouvez ici. Et le reste, comme on a une telle simplicité, c'est quasiment du copier-coller du modèle de Merton. À part qu'au lieu d'appeler le prix de remboursement de taille, vous repériez bien tout ça.